Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau grand essai électrisant, celui aujourd'hui de la DS numéro 8. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers. Pour démarrer cette année 2026, que je vous souhaite une nouvelle fois excellente, Charging Station vit le luxe à la française avec la semaine prochaine la DS numéro 4 et cette semaine sa grande sœur, la DS numéro 8, porte-drapeau de la marque premium DS. Une ligne originale, un intérieur chaleureux, un arsenal technologique à la pointe et puis un confort digne d'une vraie DS. Sur papier, l'offre est séduisante, mais qu'en est-il dans la vraie vie? Alors quelles sont les qualités mais également les défauts de cette DS numéro 8? Pour le savoir, j'en ai pris le volant, non pas pendant 2 heures ou une journée, dans les conditions idéales du sud de l'Espagne. Non, ici c'était tout le contraire, dans mes conditions du quotidien, des conditions particulièrement hivernales cette semaine. Autant vous dire que toutes les réponses aux questions que vous vous posez, et notamment en termes de consommation et d'autonomie réelle, se trouvent dans cet essai. Allez, avant de démarrer, vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant, abonnez-vous à Charging Station et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La semaine prochaine, ce sera donc l'essai de la petite sœur de cette DS numéro 8, la DS numéro 4. D'autres essais électrisants sont confirmés pour les prochaines semaines en ce début d'année 2026. La liste complète, ce sera tout à l'heure à la fin de la vidéo. Et puis j'ai sorti il y a quelques jours également une vidéo complète qui présente toutes les nouveautés 100% électriques présentes en ce moment à Bruxelles, au Brussels Motor Show, sur le plateau du Heysel, le salon de l'auto de Bruxelles qui ouvre l'année de salon que nous allons vivre cette année 2026. Ça se passe donc à Bruxelles et la vidéo est disponible. Je vous mets le lien juste ici. Allez, c'est parti, place à l'essai. À l'extérieur, la DS numéro 8 ne passe pas inaperçue. Elle est grande, 4,82 m, élancée avec cette ligne de toit fuyante et surtout son dessin ne manque pas de caractère. On aime ou on n'aime pas, mais cette numéro 8 a le mérite de proposer quelque chose de différent, loin d'une certaine uniformisation dans le style qu'on peut peut-être parfois regretter dans le paysage automobile actuel pour plaire au plus grand nombre, suivre les tendances et puis répondre aux exigences aérodynamiques. On est ici en présence d'une finition d'entrée de gamme Palace avec les jantes Borealis Aero de 19 pouces. Alors ce ne sont sans doute pas les plus élégantes, mais qui dit aéro dans le nom dit optimisation pour favoriser l'efficience. C'est déjà ça. La calandre est en polycarbonate translucide et la couleur de cette voiture d'essai, c'est le Crystal Pearl, facturé 1 300 € en Belgique. Et vous, que pensez-vous de la ligne de cette DS numéro 8? Est-ce qu'elle vous séduit? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. D'un point de vue technique, 3 versions sont au programme. En entrée de gamme, la version essayée cette semaine, version à 2 roues motrices, autonomie standard. On a donc un moteur synchrone à aimant permanent qui est situé sur le train avant, qui entraîne les roues avant. La puissance proposée, c'est 230 chevaux. 15 chevaux supplémentaires, c'est pour la version à 2 roues motrices, avec toujours un moteur synchrone à aimant permanent situé à l'avant, mais cette fois une plus grande autonomie, c'est la version long range, donc au-delà de proposer 15 chevaux supplémentaires, elle propose surtout beaucoup plus de kilomètres d'autonomie. Et puis la version la plus puissante, c'est évidemment la version à 4 roues motrices, avec un moteur électrique situé à l'avant, mais également un autre à l'arrière, 4 roues motrices et 350 chevaux, un 0 à 100 abattu en 5 secondes et 4 petits dixièmes, ça pousse fort. Concernant la masse totale de ce véhicule, eh bien on sera entre 2132 et 2289 kg selon les versions et finitions. Et concernant la charge tractable, si la charge n'est pas freinée, ce sera 1200 kg avec 2 roues motrices, 1400 kg en 4 roues motrices. Et si la charge est freinée, ce sera 1400 kg avec les 2 roues motrices et 1600 kg avec les 4 roues motrices. Entre les 4 roues, sous le plancher, la batterie qui va alimenter le ou les moteurs électriques selon les versions. Une batterie NMC, nickel, manganèse, cobalt, avec laquelle vous allez pouvoir recharger au quotidien à 80% et bien sûr occasionnellement à 100% en prévision d'un long trajet. Le tout en respectant toutefois les consignes du constructeur. L'autonomie maximale jusqu'à 750 km, elle est obtenue avec évidemment la version long range à 2 roues motrices, c'est-à-dire la version intermédiaire. Avec la version d'entrée de gamme essayée cette semaine, l'autonomie maximale théorique est de 550 km, en théorie 550, mais combien dans la vraie vie, avec des températures proches de 0 degré, voire même régulièrement sous les 0 degrés, eh bien on le verra tout à l'heure sur la route. Pour recharger la batterie, ça se passe à l'arrière du côté gauche avec une trappe qu'on ne peut pas louper, elle est juste énorme, regardez-moi ça. L'ouverture, elle est manuelle,
tant mieux. Et quand on ouvre, eh bien, on constate la présence de deux connecteurs, les deux connecteurs habituels, dont un, celui qu'on va utiliser le plus régulièrement, le connecteur situé en partie supérieure, connecteur de type 2, eh bien, directement accessible. C'est le connecteur du quotidien pour la recharge sur le courant alternatif, celui qui circule dans nos rues et dans nos maisons. Un connecteur qui est relié à un chargeur embarqué de 11 kW. Le 22 kW est disponible en option, mais malheureusement pas sur cette version. Concernant la recharge sur le courant continu, quand vous ferez des très longs trajets dont le kilométrage va dépasser l'autonomie réelle sur une seule charge de cette voiture, en fonction de la version que vous choisirez, et bien là vous aurez recours au courant continu, donc c'est-à-dire au connecteur combo CCS. Vous savez, ces énormes chargeurs avec ces câbles pas toujours faciles à manipuler, et donc vous aurez besoin de retirer le petit cache pour vous servir de la somme des deux connecteurs. Alors concernant le temps que vous allez passer à recharger, ce sera 27 ou 31 minutes. Attention, pour le 20-80, pas pour le 10-80. 31 minutes avec cette version pour le 20-80, c'est quand même beaucoup. Je sais par exemple que la voiture que je viens de découvrir au Salon de Bruxelles, qui m'a particulièrement tapé dans l'œil, la Xpeng P7 Plus, réalise le 10-80 en 12 minutes. Ici, 20-80, 31 minutes. On est quand même très éloigné. Il y a quand même des questions à se poser. Je referme la parenthèse. Mais est-ce qu'au moins ce 20-80, elle le réalise en 31 minutes avec les conditions climatiques de cette semaine? C'est pas sûr. Regardez. Démarrage de la recharge à 20% à 17h51. Là, il est 17h53. On a déjà gagné 3% puisqu'on est, vous le voyez, à 23%. 17h51 plus 31 minutes, ça voudrait dire 18h22. Heure théorique de fin de cette recharge de 20 à 80%. Il fait 9 degrés à l'extérieur. Et j'ai activé le préconditionnement. Alors la voiture recommande 30 à 45 minutes de préconditionnement. Là, on a eu un préconditionnement de une vingtaine de minutes à peu près. Bon, il reste 9% à récupérer puisqu'on est à 71, 71 et il est 18h20, donc encore 2 petites minutes pour récupérer 9%. Ça me paraît un petit peu compliqué, on va donc un peu déborder sans doute. Alors de combien? 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, on le verra dans un instant. 18h22, on est à 75%, 75%. Il manque donc 5 petits pourcents, encore un peu de patience. Et voilà, on vient d'atteindre les 80%. Il est 18h27. Ça veut dire que cette voiture aura mis 36 minutes pour passer de 20 à 80% de capacité de batterie. C'est vraiment beaucoup trop, j'ai envie de dire. 20, 80, 36 minutes, c'est vraiment très long. Je vais comparer une nouvelle fois évidemment avec les meilleurs de la catégorie, notamment cette Xpeng P7 Plus qui revendique le 10-80 et pas le 20-80 en 12 minutes. Alors on verra dans la vraie vie ce qu'il en est, bien sûr, on procédera à un test réel également, mais là franchement ça sera de toute façon beaucoup moins que ce que cette numéro 8 a proposé. 36 minutes sur une voiture qui se dit premium aujourd'hui en 2026, c'est beaucoup trop. Notez pour être tout à fait complet que cette DS numéro 8 est compatible avec le V2L, c'est-à-dire que vous allez pouvoir à partir de la voiture alimenter ou recharger des appareils électriques externes jusqu'à une puissance acceptée de 3 kW. Ça ne sert pas tous les jours, mais ça peut rendre service. L'ouverture du haillon, elle est électrique avec fonction main libre sur toutes les finitions, sauf sur l'entrée de gamme Palace. Sur cette version, c'est dans le pack confort dont cette voiture d'essai est donc équipée. La capacité du coffre est très généreuse, 620 litres avec la banquette arrière fractionnable 40-20-40 droite, avec la banquette arrière entièrement rabattue. L'espace est encore plus confortable, 1873 litres, 1873 litres sur la version à 2 roues motrices, un peu moins 1834 litres sur la version à 4 roues motrices, en raison de la présence du deuxième moteur à l'arrière, évidemment. Dans le coffre, on va retrouver un plancher qui est repliable, voilà, qui peut être extrêmement pratique, notamment pour caler des objets. À gauche, on a également un éclairage et une prise 12 volts, et à droite, un petit espace de rangement, une alcôve protégée par un petit filet de retenue. On a également aux quatre coins les traditionnels anneaux. Sous le long capot, pas de frunk, malheureusement, pas de coffre avant. Les câbles de recharge devront donc, comme ici, être rangés à l'arrière. On ne va pas se mentir, à l'arrière de cette DS numéro 8, on n'est pas vraiment dans un
Palace, quoi qu'en dise la finition de cette voiture d'essai. Bon, au niveau de la tête, vous le voyez, je ne suis pas très loin du toit vitré, toit panoramique, disponible d'ailleurs en option. Ici, au niveau des genoux, je ne suis pas très loin du siège avant qui est réglé pour mon 1m90, mon 1m90. En dessous du siège, j'arrive à glisser les pieds. De ce côté-là, pas de problème. Par contre, l'angle ici n'est pas très favorable non plus. J'ai la sensation pas très agréable d'avoir les genoux un petit peu hauts. Bref, peut mieux faire, je dirais, en termes d'accueil dans cette voiture. Alors, désolé de reprendre une nouvelle fois cet exemple, mais dans la P7 Plus de Xpeng découverte au Salon de Bruxelles, ça n'a rien à voir. Je vous invite à aller voir la vidéo consacrée à ce Salon de Bruxelles. L'espace à l'arrière est gigantesque. La voiture, évidemment, est beaucoup plus grande, mais aussi beaucoup moins chère. Moi, je dis aïe 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 DS, il va falloir se ressaisir un petit peu, parce qu'on parlera tout à l'heure également du prix des options, etc. Et des choses qui sont d'ailleurs inaccessibles sur les finitions inférieures. Voilà, il y a sans doute quelque chose à faire et certainement à revoir. Concernant les équipements dans cette voiture, on a donc ce toit vitré, je vous en ai parlé. Concernant les poignées de maintien, il y en a 1, 2, 3 et même 4. Oui, le conducteur, lui aussi, a droit à sa petite poignée de maintien, c'est original. Concernant l'équipement, toujours, si on descend, on a évidemment derrière les sièges les poches aumônières, des poches traditionnelles, souples, derrière le conducteur et derrière le passager. On a également possibilité de gérer la climatisation à l'arrière de la console centrale pour ce qui se passe à l'arrière. On a également une prise 12 volts et 2 prises USB-C, ici tout à l'arrière, alors pas très visible, pas très accessible et pas très visible malheureusement. Un plancher qui est complètement plat. Et si je déploie l'accoudoir central, eh bien je constate qu'il dispose de 2 emplacements porte-gobelets et également d'un emplacement pour glisser par exemple un smartphone sur sa tranche. Bon, je me sens quand même un petit peu à l'étroit ici à l'arrière. Je vous invite maintenant à découvrir l'avant et donc le tableau de bord de cette DS numéro 8. À l'intérieur, selon la finition que vous choisirez, l'ambiance peut être très différente. Ici, dans cette voiture d'essai, on a évité l'excès de pseudo-luxe qui vire parfois au bling-bling dans l'ensemble, mais chacun se fera évidemment son petit avis. Je trouve que c'est plutôt feutré et globalement de bon goût. L'écran d'infodivertissement est particulièrement bien intégré à la planche de bord. Les assemblages sont soignés et l'ensemble est cohérent. Peut-être peut-on toutefois regretter, si on veut vraiment chipoter, l'emploi d'un sélecteur de sens de marche qu'on a déjà vu et revu dans pas mal de voitures du groupe Stellantis, des voitures pas vraiment premium pour certaines. Pour le côté exclusif, du coup, on repassera. Tiens, justement, et vous, que pensez-vous de cet intérieur ? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Allez, c'est parti pour la description du tableau de bord. Sur la portière conducteur, en partie supérieure, la poignée de fermeture. En partie intermédiaire, les vitres électriques, le verrouillage centralisé et plus bas, la poignée d'ouverture. En partie basse, un vide-poche qui est recouvert de feutrine. À gauche du volant, sur la planche de bord, le réglage des rétroviseurs, rabattable à la demande, l'ouverture du coffre et la désactivation de l'alarme volumétrique. Tout en bas, on a évidemment la commande d'ouverture du capot. Le volant, il est à réglage manuel. Il n'est pas chauffant sur cette finition d'entrée de gamme et ça reste une option sur la finition intermédiaire. Un peu mesquin ça DS, non ? On y retrouve à gauche les aides à la conduite, régulateur, limiteur de vitesse et conduite assistée, et à droite les fonctions radio, téléphone et la commande vocale. Les palettes ensuite pour régler la récupération d'énergie avec 3 niveaux disponibles. On y revient sur la route dans un instant. Les commodos à gauche, clignotant et éclairage, et à l'extrémité le basculement d'une page à l'autre de l'écran instrument. À droite, on va retrouver les essuie-glaces, à l'avant uniquement, et à l'extrémité l'affichage des différentes infos de conduite sur l'écran instrument. Ensuite, justement, le premier écran, l'écran instrument d'une diagonale de 10,25 pouces et dont la présentation ainsi que les informations affichées sont donc personnalisables. Alors on a une présentation sur cette page ici avec au centre les informations principales, à droite le média en cours de lecture et à gauche les informations de conduite, mais vous pourrez configurer autant de pages que vous le souhaitez et y placer exactement ce que vous voulez, tout ça à partir du système d'infodivertissement. Ça veut dire que ici il y a plusieurs pages. Si on passe à la deuxième, on aura une présentation avec les infos principales à gauche et à droite une vue de la navigation. Ensuite, une autre page avec la même chose à gauche et à droite les informations de confort thermique. Ensuite, une page avec juste les informations principales, donc un style plus minimaliste.
Sur la suivante, alors à peu près la même chose que sur la première, mais on a les infos de conduite à droite et les informations de confort thermique à gauche. Et puis on va revenir sur la page de démarrage, mais vous pourrez configurer ça comme vous le souhaitez. Et à l'aide du commode de droite, toujours à l'extrémité, eh bien on le voit sur la gauche, 3 petites pages. Une page d'information ici avec l'autonomie maximale et la consommation. Et si on va d'une page à l'autre, eh bien on aura 2 pages qui ont des données de conduite que vous allez pouvoir réinitialiser avec chaque fois la vitesse moyenne et notamment la consommation, évidemment, le nombre de kilowattheures au 100. Au travers du pare-brise, l'affichage tête haute en option dans le PackTech sur cette finition d'entrée de gamme. Plus à droite, le bouton de démarrage et au centre de la planche de bord, l'écran d'infodivertissement de 16 pouces. On y revient dans un instant. Sous l'écran et sous les aérateurs centraux, particulièrement discrets d'ailleurs, quelques commandes physiques. On a d'abord le frein de parking électrique, l'accès direct au raccourci des aides à la conduite, le désembuage du pare-brise, le recyclage d'air intérieur, les feux de détresse, l'activation de la puissance maximale de la soufflerie, le désembuage à l'arrière et le bouton pour couper la ventilation. Juste en dessous, l'espace de recharge pour un seul smartphone, recharge par induction qui n'est pas ventilé. Plus en arrière, le sélecteur de sens de marche au centre et quelques fonctions autour. À gauche, on va retrouver le sélecteur de mode de conduite. Alors, il y en a 3, éco, normal et sport. Tout ce qu'il y a donc de plus classique, on va rester en normal. Et puis plus en arrière, le bouton petite maison qui permet de revenir sur l'écran par défaut. On remarque d'ailleurs sur le système d'infodivertissement, on a de chaque côté la possibilité de revenir sur l'écran par défaut. À droite du sélecteur de sens de marche, le volume et au choix la fonction mute avec un appui court ou bien l'extinction du système d'infodivertissement avec un appui long. Une extinction qui n'en est pas vraiment une puisque l'écran ne s'éteint pas mais affiche simplement au centre une horloge. D'autres fonctions restant accessibles évidemment comme les réglages liés à la climatisation par exemple. Ensuite, un petit vide-poche refermable et puis sous la coudoir centrale qui s'ouvre en 2 parties de manière latérale. Un espace réfrigéré pas très profond mais disposant d'un petit espace amovible supplémentaire en partie supérieure. Les porte-gobelets et la connectique, où se trouvent-ils me direz-vous? Eh bien, sous la console centrale, sous un volet roulant, il y a 2 prises USB-C, 2 porte-gobelets, pas vraiment accessibles d'ailleurs, entre le volant et la console c'est un peu compliqué. Il y a également 2 petits vides-poches supplémentaires pour de la monnaie par exemple ou pour ranger la carte de recharge. La boîte à gants enfin, elle est plutôt vaste et le fond est habillé de feutrine. Voilà pour la description de l'intérieur de cette DS numéro 8. Allez, avant de prendre la route, quelques infos à propos du système d'infodivertissement avec un fonctionnement maison qu'on connaît bien au sein du groupe Stellantis qui n'est pas toujours le plus fluide et le plus intuitif d'ailleurs. On a évidemment Apple CarPlay, Android Auto qui fonctionne sans fil. Ça, c'est très pratique. Et puis on a, et ça c'est pratique également, la possibilité, comme pour l'écran instrument, de complètement configurer cet écran d'infodivertissement, d'y mettre absolument ce que vous voulez, où vous voulez, de créer différentes pages, etc. On peut naviguer dans les pages comme ceci, vous le voyez, voilà, avec exactement ce que vous voulez que vous mettrez à chaque endroit, histoire de vous concocter votre tableau de bord, celui qui vous ressemble finalement, avec, en fonction des saisons, peut-être, des choses plus ou moins accessibles. Ici, un petit widget sur la droite. On peut y aller également de haut en bas, vous voyez. On a évidemment les températures à gauche et à droite, la petite maison à gauche et à droite, on l'a vu. L'accès au menu de ventilation à gauche et à droite également. Si j'appuie sur ce petit bouton, l'écran par défaut, c'est toujours celui qui est le plus à gauche. Des favoris radio que vous allez pouvoir mettre ici aussi. D'autres favoris, d'autres accès directs ici. Si vous voulez revenir directement sur Apple CarPlay, Android Auto, ça va se passer ici en partie supérieure, on le voit. Et puis si on va dans le menu complet, on a droit évidemment au menu classique. Certains via des raccourcis déjà sur la première page, c'est le cas de la navigation, mais on retrouve également la navigation ici. Et puis des menus spécifiques comme le menu énergie par exemple, dans lequel vous allez vous rendre pour les différents réglages liés à la propulsion électrique de la voiture. Donc énergie, historique de consommation, consommation ici également, et puis la charge avec également un mode battery care qui remettra systématiquement le niveau de charge à 80%, ceci pour préserver
conserver la batterie puisqu'on a une batterie NMC. On peut également préconditionner manuellement la batterie ici si on le souhaite. Voilà, ici par exemple, il fait très froid et donc la voiture a automatiquement activé le siège chauffant pour le conducteur. Les petites icônes se trouvent ici. J'appuie dessus et je retrouve exactement le petit menu qui vient du haut. On retrouve par exemple le head-up display, l'affichage tête haute qu'on peut activer, désactiver et d'autres petites infos ou messages. Je renvoie ça en partie supérieure. Je reviens ici. Et ce qui nous intéresse, c'est d'aller à Marseille. Alors il y a pour l'instant 56% de batterie dans cette voiture. Et je tape Marseille. Marseille, France. Combien d'arrêts? 5 recharges, me dit la voiture. 15% à l'arrivée. Et pas d'embouteillage, me dit-elle. Hop, parcours. Voilà, avec 1, 2, 3, 4, 5 recharges effectivement qui sont prévues sur le trajet. Et on voit le trajet ici avec toutes les informations. Le nom de la station, Ionity en l'occurrence ici, Fastned, Electra. Également le pourcentage à l'arrivée, pourcentage au départ, puissance du chargeur, heure théorique, les nombres de minutes que vous allez passer sur place, 27 minutes, 27 minutes, 25 minutes. Donc évidemment, si j'étais parti avec 100%, on aurait peut-être un petit arrêt de moins, mais globalement ici on a donc 5 arrêts qui sont prévus par la voiture. Tout ça, voilà, plan de recharge automatique, donc tout ça est assez fluide au niveau du véhicule, mais effectivement, je le disais tout à l'heure en parlant de la recharge, aujourd'hui en 2026 sur une berline qui se veut premium, ok, on est toujours sur du 400 volts, mais la puissance acceptée est pas énorme sur le courant continu et donc on a quand même des temps de recharge qui sont assez élevés comparativement à une voiture comme la Xpeng P7+. Alors vous allez dire que je prends systématiquement cet exemple, mais voilà, ça date d'hier. Je viens d'aller au salon de Bruxelles et je l'ai découverte hier et franchement, vu le tarif annoncé aux alentours de 46 000, 47 000 euros, on a une voiture sur du 800 volts qui fait le 10-80 en 12 minutes. Alors si vous faites régulièrement ce genre de trajet ici, clairement, ça fait la différence. Si ça, c'est une fois par an, c'est pas pour ce trajet-là que vous allez devoir évidemment choisir une voiture qui propose du 800 volts et des recharges ultra rapides. Autre argument, si vous ne pouvez pas recharger à la maison ni au travail, et dans certains cas, quand vous impose la voiture électrique, c'est clair que si vous avez une électrique qui peut faire le 10-80 en 12 minutes, alors que vous devrez systématiquement aller recharger à un superchargeur parce que vous n'avez pas d'autre solution et que du coup, chez vous et au travail, c'est impossible. Là, évidemment, le 800 volts s'impose puisque là, ça va devenir une contrainte si vous mettez, comme avec celle-ci, une demi-heure pour passer de 20 à 80% de capacité de batterie une ou plusieurs fois par semaine. Voilà, on va revenir en arrière. Revenir sur l'écran par défaut, on peut le faire comme ceci évidemment, une deuxième fois pour arriver ici. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'écran d'infodivertissement de cette DS numéro 8. On va démarrer et je vous livre mes impressions après une semaine au volant de cette voiture. On se retrouvera juste derrière avec le prix, Belgique, France, Suisse et avec la conclusion également de cet essai ainsi que le planning des essais pour les prochaines semaines. Le démarrage, il impose de pousser sur le bouton Start-Stop juste ici. Dommage, s'installer au volant pourrait suffire à réveiller la voiture avec le pied sur le frein comme sur d'autres modèles. Ensuite, vous avez le choix D ou R, autrement dit vers l'avant ou vers l'arrière, c'est tout. Au démarrage, l'accélérateur manque un petit peu de progressivité. Alors, il ne se passe rien en tout début de course et puis tout à coup, la voiture se met en marche avec un petit à-coup. C'est une question d'habitude, rien de grave, mais j'aurais aimé quelque chose d'un petit peu plus progressif qui aurait amené un petit peu plus de finesse et donc de raffinement à l'usage. On est quand même chez DS, non ? Les sièges qui équipent cette voiture d'essai sont électriques et chauffants. Il y a 2 mémoires d'ailleurs pour le siège conducteur. Sur cette finition de base, Palace, c'est inclus dans le pack optionnel confort. En montant dans les niveaux de finition, vous pourrez accéder à des sièges confort et même des sièges lounge avec fonction de ventilation et de massage. Franchement, c'est le top. Un top qui a un prix, évidemment, rien n'est gratuit. Pour revenir aux sièges de base qui équipent cette voiture d'essai, ils font très bien leur travail et proposent un confort
confort qui est appréciable, un maintien qui est tout à fait satisfaisant, certainement si on tient compte du positionnement de ce véhicule qui n'est clairement pas orienté vers la sportivité. Concernant le choix du revêtement, il y a plusieurs possibilités aussi en fonction des niveaux de finition. Mon coup de cœur, c'est le cuir brun Azelan. Il est juste magnifique, mais disponible uniquement à partir du deuxième niveau de finition, moyennant un joli supplément, 2 000 € en Belgique, tout de même. Les aides à la conduite, elles fonctionnent vraiment bien dans cette DS numéro 8. La conduite assistée est précise et la voiture ne vous rappelle pas à l'ordre quand vous lui laissez gérer le centrage sur la voie de circulation grâce au volant capacitif. Les systèmes d'aide sont bien calibrés et donc vous n'avez pas droit à un concert de bip en tout genre pour tout et souvent pour rien. C'est très bien. Concernant le bip de survitesse, pour le couper, vous appelez le menu des ADAS simplement ici sur le tableau de bord et vous coupez simplement la fonction qui est directement accessible dans les raccourcis. C'est bien. Mais un appui long sur une touche sur le volant, par exemple, eût été une solution encore plus ergonomique, d'autant que chez Stellantis, on aime les lectures de panneaux un petit peu aléatoires. Je me suis retrouvé cette semaine avec des vitesses affichées, vitesse maximale autorisée de 5 ou 10 km/h, totalement fantaisistes, affichées donc dans l'écran instrument et l'affichage tête haute. Quand vous êtes en conduite assistée, vous avez également la suggestion d'adaptation à chaque nouvelle limitation de vitesse rencontrée. Ça, c'est pratique, vous validez simplement sur OK. Ça, c'est le côté très chouette qu'on peut retrouver sur les systèmes de Stellantis. Et puis un changement de voie assisté est également disponible et fonctionne bien, même si je ne suis pas particulièrement fan de changement de voie assisté en général. L'agrément de conduite, c'est un petit peu la mauvaise surprise sur cette version en particulier, version d'entrée de gamme de la DS numéro 8. Elle ne dispose pas et ne peut pas disposer de la suspension Active Scan de DS qui se compose d'une caméra, de 4 capteurs d'attitude, de 3 accéléromètres et de 4 amortisseurs variables. Ça change tout, paraît-il, et ça transforme la DS numéro 8 en tapis volant. Ce système, en fait, il lit la route et il ajuste l'amortissement en temps réel. C'est, paraît-il, franchement bluffant. Malheureusement, rien de tout ça dans cette version d'entrée de gamme dont la suspension est particulièrement ferme, ce qui est fort peu agréable et pas vraiment en phase avec l'idée qu'on se fait du confort DS. On en est bien loin et ceux qui voudront y avoir accès devront obligatoirement casser leur tirelire pour s'offrir au moins la version long range en 2 roues motrices, finition étoile, donc deuxième niveau de finition. Ça commence à faire un petit peu cher évidemment, dommage. Cette DS numéro 8, je l'ai trouvée un peu plus bruyante qu'espéré. Alors ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas silencieuse, ça peut aussi vouloir dire que j'avais peut-être des exigences un peu trop élevées. Toujours est-il que je n'ai pas retrouvé d'un point de vue acoustique la sensation de cocon à laquelle je m'attendais ou plutôt que j'espérais. Et en combinaison avec l'amortissement qui est trop viril, je dois dire que je reste quand même un petit peu sur ma faim. Non, cette numéro 8, certainement avec l'amortissement de base, n'est pas le cocon espéré, ni du point de vue du confort, ni du point de vue acoustique. Alors c'est pas la cata, du moins pour le point de vue acoustique, mais j'attendais mieux. Un mot concernant le système audio dont la manipulation reste parfois un petit peu contre-intuitive, comme souvent chez Stellantis, mais on finit par s'y faire. Le système proposé de série comporte 8 haut-parleurs et délivre un son qui est tout à fait correct, mais évidemment les mélomanes avertis préféreront le système audio focal qui est disponible en option. Nul doute qu'il élève le niveau acoustique, mais je n'ai pas eu l'occasion de le tester cette semaine puisque cette voiture n'en est pas équipée. 11,3 mètres sur les versions à un seul moteur et 11,8 mètres sur la version à 4 roues motrices. Ce sont les valeurs revendiquées concernant le diamètre de braquage pour cette numéro 8. Dans les faits, cette semaine, j'ai trouvé que ça braquait ni bien ni mal. On doit donc être dans une bonne moyenne. Et puis, concernant la caméra 360, eh bien, le système proposé dans cette voiture n'est pas vraiment premium au niveau de la définition des images. Voyez ce que ça donne le soir, par exemple, quand il fait noir. C'est franchement pas terrible et pour peu que la caméra arrière soit un petit peu sale, ce qui arrive très vite, on ne voit carrément plus rien du tout. Je trouve ça un petit peu dommage sur une voiture, une nouvelle fois, qui se veut un peu premium. On l'a vu tout à l'heure, il y a des palettes derrière le volant, mais si vous avez suivi la vidéo premier trajet consacrée à cette voiture, eh bien vous avez constaté que quel que soit le niveau choisi, 1, 2 ou 3, la récupération et donc le ralentissement au lever de pied est plutôt faible et la différence en plus d'un niveau à l'autre est assez subtile, c'est pas très marqué. Et donc, pas top la récupération sur cette voiture, si, mais pas grâce aux palettes derrière le volant, mais plutôt grâce au petit bouton magique situé ici, près du sélecteur de sens de marche et qui permet d'activer la vraie conduite à une pédale avec un ralentissement
ralentissement qui peut être puissant au lever de pied de l'accélérateur et qui va jusqu'à l'arrêt complet. Et en plus, le réglage reste en mémoire d'un trajet à l'autre. Seul petit bémol, c'est comme pour le démarrage, des réactions qui à certains moments sont un petit peu, alors pas dire brutales, c'est vraiment un grand mot, mais des réactions qui sont parfois un petit peu vives avec des petits à-coups. Ça mériterait là aussi un petit peu plus de finesse dans les réactions, dans les réglages. Sur cette voiture d'essai en finition de base Palace, j'ai quand même droit au phare adaptatif de DS, le système DS Pixel Vision. Pourquoi ? Parce qu'il est inclus dans le pack tech optionnel dont cette voiture d'essai est équipée. Rien à dire concernant le fonctionnement de ces phares, tout est automatique, tout fonctionne correctement, allumage, extinction, mais aussi l'adaptation du faisceau lumineux en fonction des autres usagers. La voiture, c'est le principe des phares LED adaptatifs, reste en feu de route dans les zones mal éclairées en permanence, mais elle éteint une partie du faisceau quand c'est nécessaire pour ne pas éblouir ceux que vous suivez ou ceux que vous croisez. Concernant l'éclairage intérieur, on le voit brièvement là, eh bien vous avez le choix entre des couleurs plus sobres, comme celle que j'ai choisie cette semaine, un peu bronze. Vous avez le choix également parmi des couleurs nettement plus flash. C'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez. L'autonomie théorique jusqu'à 550 km en cycle mixte norme WLTP sur cette version d'entrée de gamme de la numéro 8. J'ai opté la plupart du temps pour une conduite tranquille tout en conduisant de temps à autre de manière plus dynamique et cette semaine il a fait très froid entre -3 et 3 petits degrés au thermomètre. Sur l'ensemble de la semaine, j'ai parcouru au total plus de 600 km avec au moins 2 trajets par jour de 50 km, mes trajets domicile-travail du quotidien avec à chaque fois une remise à température du véhicule qui dort dehors chez moi et dans un garage fermé sur mon lieu de travail, des trajets domicile-travail qui se font majoritairement sur autoroute. En ce qui me concerne, je vous le rappelle, c'est important, en tenant compte de tous ces paramètres, eh bien, je suis arrivé à une moyenne de 25 kWh au 100. Cette valeur très élevé, mais il faisait vraiment très froid, ceci expliquant peut-être cela, en partie en tout cas, eh bien cette valeur, elle va m'autoriser un peu moins de 300 km sur une recharge à 100% avec cette version à petite batterie. Un peu juste, sans doute, si vous faites régulièrement de très longs trajets. Dans ce cas-là, vous opterez pour la plus grosse batterie, mais évidemment, c'est plus cher et puis ça ne changera rien à la vitesse de recharge, elle restera pas très rapide. Me voici de retour à l'extérieur pour vous communiquer les prix de cette DS numéro 8 en Belgique, en France et en Suisse. Je vous mets tout ça ici. On est en présence d'une version d'entrée de gamme, un seul moteur, traction, 230 chevaux, une version d'entrée de gamme en finition d'entrée de gamme également, puisque c'est la finition Palace. C'est écrit sur le capot, prix de départ en Belgique, 59 210 €. Les options dont cette voiture d'essai est équipée, on a la peinture métallisée, on a également le pack tech qui comprend l'affichage tête haute, le drive assist, la vision 360 degrés et les phares Pixel Vision. Le pack confort qui lui comprend le haillon motorisé avec fonction main libre, les sièges avant électriques et chauffants, le conditionnement d'air bizone étendu, la fonction clean cabine et l'alarme. On a également le toit noir sur cette voiture, le toit vitré panoramique également. Tout ça, c'est en option. Prix total de cet exemplaire d'essai en Belgique, 65 250 €. Vous aussi, surfez sur le site internet de DS qui correspond à votre pays, configurez votre DS numéro 8 idéal et déterminez votre prix. Toujours concernant le prix, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de location longue durée, de leasing pour les entreprises mais également pour les particuliers. Arval qui vous propose le leasing opérationnel pour les entreprises avec la déductibilité qui l'accompagne. Ça, c'est spécifique aux entreprises et puis également les autres avantages qui sont partagés également avec le Private Lease. La formule tout en un par exemple, vous payez une seule mensualité, la même tous les mois, il n'y a pas de surprise, tout est inclus, la mise à disposition de la voiture et également tous les frais annexes et donc ça c'est vraiment pratique en termes de gestion de budget au quotidien et ce pendant toute la durée du contrat. Et puis combien vaudra cette voiture dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, quelle sera sa valeur résiduelle? Évidemment si vous achetez la voiture, vous ne voulez pas prendre de risques, vous aimeriez savoir combien vaudra la voiture, quelle sera sa dépréciation avec le temps, avec une formule de leasing, eh bien ce n'est pas vous qui prenez le risque, c'est la société de leasing. Vous n'avez donc rien à faire de combien vaudra la voiture dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, quand vous la rendrez et quand vous remettrez les clés. Et c'est vrai que dans le contexte de transformation technologique que nous vivons actuellement, en passant de la voiture thermique à la voiture électrique, eh bien les valeurs résiduelles peuvent très fort fluctuer. Donc ne prenez aucun risque et optez pour une solution de leasing pour les entreprises ou pour les particuliers. Demandez une offre en surfant sur le site internet d'Arval qui correspond à votre pays.
Oui, en conclusion, cette grande berline propose un look singulier et sait prendre soin de ses occupants, chouchouter ses occupants, pour peu évidemment qu'ils aient un portefeuille plutôt garni. En entrée de gamme, dans cette voiture d'essai, le confort est plutôt quelconque, l'autonomie limitée, certainement en hiver pour qui veut voyager, la vitesse de recharge n'est pas en phase avec le statut premium revendiqué et les options trop nombreuses vont vite faire exploser l'addition. Pour vous offrir le vrai luxe à la française, il faudra casser la tirelire avec au moins la version à 2 roues motrices long range en finition étoile pour accéder aux suspensions Active Scan et au siège en cuir Nappa. Si on ajoute un pack ou l'autre et une peinture métallisée, elle sera 10 000 € plus chère que cette voiture d'essai, aux alentours de 75 000 €, 75 000 €. Ça commence à faire très salé concernant l'addition et surtout que même à ce prix, elle ne chargera pas plus vite. A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. Le prochain, ce sera donc la semaine prochaine. Dans quelques jours, le premier trajet et puis le grand essai de sa petite sœur, la DS numéro 4. On verra ce que ça donne. La DS4, devenue à l'occasion de son restylage DS numéro 4, a donc maintenant une version 100% électrique. J'en prendrai le volant durant une semaine comme à chaque fois et vous saurez tout. Durant les semaines suivantes, enfin, ça y est, la Nissan Micra qui dérive d'un point de vue technique de la Renault 5 e-Tech électrique. Parvient-elle à faire oublier la Renault 5, quelles sont ses qualités mais également ses défauts? Vous saurez tout sur Charging Station. Et puis une belle berline suédoise, celle-là, on ira chez Volvo avec l'essai de la Volvo ES90, ES90, celle-là même que j'avais eu l'occasion l'an dernier de vous faire découvrir dans son pays d'origine à l'occasion de sa présentation internationale. J'en prendrai là le volant pendant une semaine et vous saurez tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires par exemple, ou vous m'envoyez un petit mail, vous trouverez les coordonnées sur la chaîne. J'y réponds toujours avec grand plaisir et ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce, ça fait plaisir. Et puis n'hésitez pas également à partager les vidéos de Charging Station. Vous êtes plusieurs centaines à le faire chaque semaine et ça me fait évidemment bien plaisir. Ça aide à faire grandir la chaîne et ça ne coûte rien. Vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant et n'oubliez pas d'activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La prochaine, ce sera donc le premier trajet de la petite sœur, la DS numéro 4. Je vous souhaite un super début d'année 2026. N'oubliez pas, si vous regardez la vidéo à peu près au moment où elle sort, eh bien, à aller rendre une petite visite au Salon de Bruxelles, le Brussels Motor Show, sur le plateau du Heysel. Je vous dis à bientôt.